comme vous l'a dit Hervé, je vais présenter des choses un peu différentes des présentations de plus neurosciences qu'on a pu voir, donc qui ont été très enrichissantes pour moi et qui sortent un peu de mon ordinaire de vision par ordinateur et d'apprentissage statistique. Mais néanmoins, si vous voyez des liens entre ma présentation et certaines choses qui existent dans vos communautés, n'hésitez pas à intervenir. Donc, ce que je vais présenter, je vais présenter un certain nombre de travaux. Donc, il y a un certain nombre de collaborateurs qui ont été associés à ces travaux, donc notamment Francis Bach et Jean Frons, qui sont les directeurs de thèse, mais aussi Guillermo Sapiro, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler avant ma thèse, ainsi que d'autres étudiants. Donc, on a aussi maintenant un chercheur permanent, Guillaume Wozinski, qui lui revient des États-Unis, donc tous les chercheurs ne restent pas là-bas. Et d'autres étudiants, donc Rodolphe Génaton, Florent Cosinier et Ilan Bourreau. Je vais fermer ce truc-là. Donc, de quoi je vais parler pendant ma présentation? Donc, comme le titre l'indiquait, je vais parler du codage parcimonieux qui a été évoqué par Hervé Le Borgne hier. Je vais essentiellement parler dans cette première partie de traitement d'images, de restauration de signaux, mais aussi, si j'ai le temps pendant cette première partie, un peu d'apprentissage statistique. Et comme j'ai beaucoup trop de transparent pour 2 heures, on verra pour la deuxième partie sur quel aspect on va insister, ça sera peut-être un peu à la demande. Donc je peux soit parler d'application de ces méthodes en vision par ordinateur, ou alors faire un peu d'optimisation. Les outils d'optimisation qu'on utilise sont essentiellement des outils d'optimisation convexe qui sont non réguliers, donc non lisses. Donc il peut y avoir même certains liens éventuels avec la présentation que vient de nous faire Jean-Paul Gaultier, donc je serais très intéressé pour voir s'il y avait éventuellement certains liens au niveau des outils qu'on utilise, mais qui sont quand même relativement plus simples, c'est-à-dire basés essentiellement sur de l'algèbre linéaire et de l'optimisation convexe. Donc on verra si ça vous intéresse, on pourra parler de ça pendant la deuxième séance. Donc tout d'abord, pour parler un peu d'image, on va prendre un problème d'image qui est le plus simple qu'on peut imaginer, qui est, on a une observation bruitée d'une image, Y, qui a été corrompue par un bruit gaussien, un bruit blanc gaussien, et on souhaite retrouver l'image de départ. Donc si je me permet de résumer un peu une vaste partie de la littérature en traitement d'image, un certain nombre d'approches ont considéré le problème de restauration d'image comme un problème de minimisation d'une énergie, où on souhaite minimiser cette énergie E, de telle sorte que l'estimé X soit proche de l'observation Y. Donc on a ici un simple terme quadratique. Et on souhaite aussi que cette image ait certaines propriétés propres aux images naturelles. Et en fait, toute la difficulté vient de la bonne façon de modéliser les images naturelles. Donc on a un deuxième terme, qui est un terme de régularisation, que j'ai noté PR de X. Pourquoi? C'est parce que si vous aimez les modèles probabilistes et que vous mettez un tel modèle derrière ça, ce que vous obtiendrez ici, c'est en fait un problème d'estimation de maximum a posteriori, où vous avez votre terme d'attache aux données. Ici, vous avez moins le log prior de X, étant donné le modèle que vous avez choisi. Donc si on regarde un peu dans la littérature, quels ont été les a priori utilisés pour les images naturelles, on a eu beaucoup d'a priori de régularité. Donc par exemple, on peut dire, j'ai un certain opérateur différentiel, L, et je veux que la norme de Lx, la norme L2 de Lx au carré soit faible. On a vu aussi certaines approches qui ont eu beaucoup de succès en traitement d'image, qui sont des approches par variation totale, qui vont pénaliser la norme L1 du gradient de l'image. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire que ça va nous donner un a priori d'image qui est constante par morceau. Donc ça, c'est un a priori qui a eu beaucoup de succès, mais néanmoins qui est un peu brutal. Quand on prend des images naturelles, elles ne sont pas constantes par morceau, il y a de la texture, et ce genre d'approche certes, vont très bien représenter les contours dans les images, on aura des contours très fins, mais elles vont détruire la texture. On a eu d'autres a priori de régularité locale à base de champs de Markov, mais je ne vais pas détailler ceci. Et on a eu aussi d'autres approches qui sont basées sur des modèles de codage parcimonieux,
Donc, il y a plusieurs façons de présenter le codage parcimonieux. Là, je vais présenter ça d'un point de vue traitement du signal. Donc, on a un signal bon, avec une notation qui devrait être Y ici. Je suis trompé. Donc, on a un signal Y, donc en dimension M. Donc, ici, on sera tout le temps. On aura des images qui seront en dimension finie. Ce signal Y peut être soit un signal 1D, soit des images. Et on va s'intéresser à une façon de représenter cette image comme une combinaison linéaire d'éléments de base d'un dictionnaire. Donc je dis éléments de base, mais en fait, de façon plus générale, ce dictionnaire n'a pas forcément, peut avoir des éléments qui ne sont pas forcément linéairement indépendants. Et effectivement, donc ce dictionnaire, cette matrice D ici, qui contient P colonnes, donc P éléments du dictionnaire, peut avoir éventuellement plus de colonnes que la dimension du signal. Et donc on appelle ces représentations, alors en français peut-être surcomplète ou overcomplete en anglais. On va s'intéresser à certains dictionnaires qui sont bien adaptés aux images, et bien adaptés dans le sens où si on nous donne une image, on souhaite qu'une combinaison linéaire d'un faible nombre d'éléments du dictionnaire permettent de bien représenter l'image. Donc c'est pour ça qu'on va appeler, ces décompositions parcimonieuses, ou sparse en anglais. Et donc juste pour résumer, on va approximer nos signaux Y par un produit D fois alpha, où alpha est ce code parcimonieux. Donc on a d'abord une première question qu'on peut se poser, pourquoi on peut s'intéresser à ce genre de codage? Un cas simple de l'image, une intuition qui est très simple, c'est que si vous prenez du bruit blanc gaussien, il n'admet pas ce genre de représentation. Il n'existe pas de dictionnaire qui soit capable de représenter de façon parcimonieuse du bruit blanc gaussien. Si vous avez un tel dictionnaire qui fonctionne pour les images, vous pouvez espérer, si vous prenez un signal bruité, capable de produire l'approximation parcimonieuse de votre signal. Donc pour l'instant, il n'y a rien de très formel. Donc comment on fait en pratique? Qu'est-ce qui a été introduit dans le passé? C'est la formalisation du problème de débruitage sous la forme de ce problème d'optimisation. De nouveau, on a un signal bruité Y. On cherche à trouver une approximation D fois alpha, qui est ici. Donc on a un terme d'attache aux données, donc, qui ressemble à ce que j'avais présenté au départ pour résumer un peu la littérature de traitement d'image. Et on a aussi notre a priori sur alpha, et maintenant quel a priori prendre? On souhaite que alpha soit parcimonieux. Donc un choix naturel, c'est de prendre le nombre d'éléments non nuls dans alpha. Donc si vous regardez un peu la littérature de traitement du signal, les gens ont appelé ça la pseudo-norme L0, donc les mathématiciens vont peut-être hurler parce que ça ne correspond pas vraiment à la vraie définition de pseudo-norme, mais ce n'est pas une norme. Il y a même ça, vous verrez beaucoup de papiers qui appellent ça la norme L0. Donc je m'excuse par avance, mais j'utiliserai cette notation lorsque je m'en servirai. Donc notation classique de norme avec un 0 en dessous. Le problème de ce choix, c'est que dans le cas où D est une matrice quelconque, c'est-à-dire on obtient un problème qui est NP complet, ce qui est relativement gênant. Donc une première approche consiste à dire bon, j'ai un problème difficile, mais je vais chercher une solution approximée avec une approche gloutonne. L'autre façon de faire, c'est de relaxer ce problème en disant je vais prendre une autre fonction qui n'est pas exactement ce que je souhaite, mais qui va induire de la parcimonie, et un choix classique est d'utiliser la norme L1. Donc on utilise comme fonction psi ici la norme L1, donc la somme de la valeur absolue des composantes du vecteur alpha. Donc j'expliquerai après un peu d'intuition de pourquoi cette norme L1 induit de la parcimonie, pourquoi elle va induire donc encourager la solution alpha de ce problème à avoir des zéros. Et donc en utilisant ceci, le problème devient convexe. Donc on a un problème un peu différent, mais que l'on sait résoudre exactement avec des outils d'optimisation, que je présenterai dans la prochaine séance si j'ai le temps. Et une chose importante à dire, c'est quelle est la principale difficulté toujours de ce problème, c'est de choisir quel est le pattern de non-zéro dans alpha. Et en fait, même dans le cas où vous avez le L0, si vous savez à l'avance quels sont les éléments non nuls, trouver les valeurs des coefficients est un problème facile. Vous avez un simple problème de moindre carré à résoudre. Donc c'est vraiment un problème de sélection. Et dans le même cas, dans le cas où vous prenez la norme L1, si vous connaissez par avance ce pattern de non-zéro ainsi que les signes des coefficients, vous avez une closed form fermée en français.
donc voilà, la principale difficulté est la sélection de ce pattern de non-zéro. Donc, de façon un peu parallèle, cet outil-là a été introduit en traitement du signal en 99 sous le nom Basis Pursuit, et c'est introduit aussi en statistique sous le nom de Lasso, par Artif Shirali et ses collègues. Mais on peut voir aussi, en fait, si on va fouiller un peu plus dans la littérature, on peut voir certains travaux qui utilisent en fait certaines propriétés de la norme L1 qui sont les mêmes que celles utilisées ici, notamment par Markowitz dans les années 50 qui faisait de la sélection de portefeuilles. Donc maintenant qu'on a cette formulation, on peut se poser la question quel choix utiliser pour quel dictionnaire utiliser. Donc il y a une grande activité qui a été de faire le design de ces dictionnaires. Donc notamment, donc là on peut aller chercher assez loin, on peut prendre un dictionnaire d'ondelettes par exemple, en commençant par les ondelettes de A. Ensuite j'ai essayé de mentionner un certain nombre de personnes qui ont contribué à ce domaine sans être exhaustif. Donc on a eu les ondelettes, ensuite un grand nombre de variations, donc curvelettes, wedgelettes, bandelettes, qui sont généralement un peu plus complexes que les ondelettes d'origine, mais ont plus de propriétés géométriques. Et donc je ne vais pas m'attarder sur ces dictionnaires construits, maintenant je vais m'intéresser aux dictionnaires qui sont appris, c'est-à-dire on va essayer d'apprendre cette matrice, ce dictionnaire D à partir de données d'entraînement, et pour ça la première chose à faire, donc c'est quelque chose qui a été fait par Olsholzen et Field en 1997, qui a été évoqué par Hervé Le Borgne hier, c'est de considérer des patchs, des imagettes. Pourquoi? Parce qu'apprendre un dictionnaire pour des images naturelles, c'est un problème trop difficile, parce que la taille on se trouve confronté à un problème de taille et des images. En revanche, il se trouve qu'on va arriver à faire ceci avec des imagettes, typiquement qui peuvent avoir 20 x 20 pixels, 10 x 10, 30 x 30, dans cet ordre de grandeur. Et ensuite, on a eu un certain nombre d'algorithmes qui ont été proposés pour résoudre ce nouveau problème d'optimisation qui est, nous disposons maintenant d'un ensemble d'apprentissage, un ensemble de vecteurs YI, et on souhaite trouver une matrice D qui est dans un certain ensemble, de telle sorte que tous ces signaux YI admettent une approximation parcimonieuse D alpha I, donc avec de même le terme de reconstruction et le terme de régularisation qui va induire de la parcimonie dans les coefficients alpha I. Donc pareil, même choix à faire, soit on prend une approche non convexe, on prend simplement le nombre de coefficients non nuls dans alpha, on a des problèmes combinatoires difficiles, mais on peut quand même obtenir des solutions satisfaisantes, ou alors on relaxe le problème et on utilise la norme L1. Donc, maintenant, juste petite histoire pour comment faire pour débruiter une image avec ça. On a une approche très simple, très facile à expliquer, introduite par Elad et Aaron en 2006. Donc vous prenez votre image, bruitée. Vous pouvez extraire tous les patchs de l'image en incluant les overlaps, c'est-à-dire vous avez un patch, une imagette centrée sur chacun des pixels, ce qui fait que si vous avez une image qui contient 1 million de pixels, vous avez approximativement 1 million d'imagettes. Supposons que vous sachiez résoudre ce problème d'optimisation qui consiste à apprendre un dictionnaire adapté à toutes les imagettes de votre image. Vous disposez à la fin de ce processus d'apprentissage d'une estimation d alpha i pour chacun des patchs yi, et une façon simple de reconstruire ensuite l'image totale, c'est de moyenner pour chacun des pixels les estimations que vous avez de ce pixel dans chacune des imagettes. Car en effet, juste pour visualiser, à la fin du processus, pour chacun des pixels, vous avez autant d'estimés que d'imagettes qui contiennent ce pixel. Donc c'est une façon très simple d'agréger ces estimateurs, c'est le Moyen-Âge. On avait dit qu'on avait le droit d'interrompre. Oui, il faut, tout à fait. Il faut. Par rapport à l'exposé de M. Petitot, c'est un truc de faire une moyennisation locale complètement isotrope, comme ça, c'est pas. Enfin, ça va pas du tout dans ce sens-là. C'est fort possible. On verra cet après-midi. Mais... Donc en fait, je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de travailler un peu sur cette étape de Moyen-Âge, parce que ça semble assez bizarre de considérer tous ces patchs de façon indépendante, alors qu'on souhaite reconstruire une image finale. Le mécanisme humain n'est certainement pas celui-là. Mais il n'y a aucune prétention, en tout cas, à ce niveau-là, d'avoir quelque chose de biologiquement
plausible, comme on voit dans les papiers. Plausible, c'est bien ça, j'ai un doute maintenant. Donc il y a eu des travaux pour essayer de trouver une façon non isotrope pour faire du Moyen-Âge, mais ça n'a jamais donné de résultats meilleurs que ce simple Moyen-Âge, à ma connaissance. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire, ça c'est sûr. En tout cas, ça donne des résultats qui sont très satisfaisants. Donc, juste pour donner une idée de à quoi ressemblent ces dictionnaires, donc une première image à gauche, un dictionnaire à droite qui a été appris sur cette image. Donc on a vu ce genre de choses un peu hier avec l'approche ICA qui donne des choses un peu similaires. Maintenant j'ai une autre image. Vous aurez peut-être des commentaires à faire, je ne sais pas, où j'ai appris ici un dictionnaire sur des imagettes d'une grosse base de données d'images. Donc il doit y avoir 10 ou 100 millions d'imagettes. Donc ce dictionnaire contient 256 éléments avec des imagettes de taille 12 x 12. Donc ici apprises sur des imagettes noir et blanc. Et ici apprises sur des imagettes couleurs, c'est-à-dire avec simplement en concaténant les composantes RGB et en enlevant la couleur moyenne des imagettes, et on obtient ce genre de choses. Donc, je n'ai jamais trop commenté, il n'y a pas énormément de choses à dire. Peut-être qu'on peut voir des sortes de couleurs opposées qui apparaissent. Donc c'est une première chose importante à dire, c'est que si on apprend ces dictionnaires sur une base de données d'imagettes couleurs, on obtient à peu près 80-90% des imagettes qui ont l'air grises, qui ne contiennent pas d'informations de couleur, et je ne sais pas, j'ai pas mesuré ça exactement, 10-15% qui contiennent des éléments du dictionnaire, peut-être avec les plus basses fréquences et des couleurs qui semblent opposées. La question LAB, parce qu'a priori RGB c'est pas compatible avec l'addition du Moyen-Âge. Alors en fait j'ai essayé différents espaces de couleurs, pour tout ce qui est tâche, on obtient tout le temps la même chose en fait. Et au niveau performance de restauration, c'est la même chose aussi. À peu près ça ne change pas de façon significative. Donc là on utilise juste une norme euclidienne sur des patchs RGB, ce qui est pas... Donc il fera peut-être hurler les gens aussi de neurosciences qui doivent savoir que ce n'est pas une norme très adaptée à la perception. Mais néanmoins, on obtient ce genre de choses et on arrive à faire du débruitage, de la restauration d'image. Non, ce serait qu'on a des très basses fréquences en couleur et des fréquences élevées sur les niveaux de gris. C'est curieux. Hein. Je ne sais pas. C'est simplement une observation empirique sur... Ah oui. Et ça, j'ai déjà observé aussi. Oui. Mais c'est pas... Les gens observaient ça avec ICA, j'en ai discuté avec Hervé hier. Ouais, on le voyait hier sur les spectres d'images échantillonnées, couleurs. La partie luminance prend énormément de place dans le spectre, donc on concerne une très forte énergie. C'est là qu'il y a l'information, le détail. La couleur, c'est beaucoup plus flou comme information. Et c'est compatible avec ça. Donc ça, c'est une approche empirique qui consiste à simplement concaténer l'information de couleur en RGB, mais ce que ça nous dit, c'est que c'est peut-être effectivement pas la bonne façon d'encoder les images couleurs. Parce qu'on a beaucoup d'éléments qui sont noirs et blancs, donc on a de la redondance dans ces signaux. Pour passer à la suite, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas obligé de faire juste du débruitage, simplement un simple changement qui permet ensuite de faire ce qu'on appelle de l'in-painting, remplir des trous. Et dans le cadre de cette formulation, uniquement lorsque les trous sont relativement petits par rapport à la taille des patchs. C'est-à-dire je ne vais pas m'attaquer au problème de remplir des trous qui sont relativement gros dans l'image, qui vont nécessiter des processus de diffusion, mais uniquement est-ce que je suis capable d'enlever des trous relativement petits comme du texte ou des pixels enlevés au hasard. Donc on a fait aussi des extensions pour le problème des mosaïking, ou des matriçages, je crois en français, qui a été mentionné par Janiero hier. Mais dans ce cas-là, en utilisant le fameux Bayer pattern. Et avec ce type de formulation, on arrive à obtenir de bons résultats en dématrissage. Vous ne recherchez pas de syntaxe sur les patchs? De syntaxe, c'est-à-dire des agencements qui sont un petit peu toujours les mêmes. Parce que j'ai vu des gars appliquer de la syntaxe linguistique sur de l'imagerie médicale, ça devait être l'an dernier à Singapour, c'était impressionnant. Ils retrouvaient des agencements systématiques, donc des mots, des phrases, etc. D'accord. Et moi j'avais été absolument... Là on est confronté à un problème d'interprétation. On a ces imagettes, on ne sait pas vraiment les interpréter.
ce qui est peut-être plus facile à faire dans le cas des phrases. J'ai un exemple de texte en fait que je ne comptais peut-être pas montrer mais qui pourra peut-être vous intéresser, où on apprend, on essaie de retrouver on considère on a un certain vocabulaire, on considère des vecteurs qui contiennent des sacs de mots en fait, et est-ce qu'on est capable d'apprendre des champs lexicaux à partir de ça, donc des choses qui avaient été faites avec des approches probabilistes, et qu'on arrive à obtenir à peu près le même type de résultat avec ce genre de technique. Non mais si on est en contexte, c'est-à-dire si on a un contexte d'image médicale, par exemple de cerveau, etc., tu sais très bien, par exemple, la substance blanche et la substance grise, elles auront des rapports dans l'espace qui seront toujours les mêmes, si tu veux. Donc à partir de ce moment-là, tu as des règles de syntaxe. Et si tu rajoutes ces règles de syntaxe, eh ben, tu peux encore vachement... Donc là, ces approches-là sont purement locales. Et le fait de rajouter des agencements pour obtenir quelque chose de plus global, c'est un problème qui est assez difficile, et je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais ça ne sera pas vraiment l'objet de ce que je vais présenter aujourd'hui. Les bandelettes, c'est un exemple. Oui, les bandelettes. Ah oui, c'est ça. Les bandelettes dont on parlait, il y a une syntaxe. c'est configuration. Oui, par exemple, il y a des règles. Donc là, j'ai un exemple utilisant la formulation précédente, qui est une image un peu marketing, parce qu'elle impressionne souvent les gens en image, mais qui ne va pas impressionner Jenny Hero, qui verra que, effectivement, en enlevant de façon aléatoire des pixels, on va ne plus avoir de problème d'aliasing. Et effectivement, si je prends cette image-là, où j'ai enlevé 80 ou peut-être 75% ou 80% des pixels aléatoirement, en utilisant une approche d'apprentissage de dictionnaire sur cette image, oui, parce qu'un détail que j'ai omis de mentionner, et un des succès de cette approche de dictionnaire pour la restauration d'images, c'est qu'elles sont capables d'adapter le dictionnaire sur une base de données d'images externe, mais elles peuvent aussi adapter le dictionnaire à l'image que l'on souhaite débruiter, ce qui était une idée un peu nouvelle. Donc dans ce cas-là, on est capable d'apprendre un dictionnaire sur cette image-là, sachant que certaines données sont manquantes, c'est-à-dire on sait quels sont les pixels manquants et ceux qui sont connus, et on est capable de reconstruire cette image-là où on voit que la texture, par exemple, du mur est assez visible. Donc en fait, d'un point de vue visuel, c'est un peu plus impressionnant qu'un simplement relevé du bruit blanc gaussien, mais en pratique, c'est quelque chose qui est un peu plus facile, parce que dans le cas du bruit blanc gaussien, on a une incertitude pour chacun des pixels. Dans ce cas-là, on a quand même 20-25% des données pour lesquelles on a la vraie valeur. Et peut-être que visuellement, on est assez mauvais à faire cette tâche-là, alors qu'on est assez bon à enlever du bruit. Et dans le cas pour les pixels manquants, donc il y a l'information, il manque l'information, mais il y a utiliser des informations a priori sur les statistiques des images naturelles. Là, on adapte le dictionnaire à cette image-là. C'est-à-dire on va juste dire qu'on va avoir un principe de codage parcimonieux. À partir des données là. Oui, à partir de ces données-là. Prenant en compte le fait qu'il y ait des données inconnues. Oui. Et on sait à quel endroit les données sont inconnues et à quel endroit les données sont connues. Ah oui, c'est ça. Mais dans tes patchs là pour prendre ton dictionnaire, tu as des trous dedans ou non? En fait, l'idée un peu de ces dictionnaires, c'est d'être capable d'avoir un dictionnaire qui soit bien adapté à l'image, mais pas adapté au bruit. D'accord ? Dans le cas où on a un pattern aléatoire, on n'arrive pas à prendre un dictionnaire qui apprenne les patterns aléatoires et tout se passe bien. Si maintenant j'enlevais une ligne sur deux dans l'image, là on aurait des problèmes d'aliasing qui arriveraient et le dictionnaire apprendrait le fait que ce pattern de ligne admet lui-même un codage parcimonieux. Et donc on ne serait pas capable de l'enlever. Donc il y a d'autres techniques pour un peu résoudre ce problème, mais c'est un peu une autre histoire. Là, le fait d'enlever les pixels de façon aléatoire simplifie le problème. Un autre exemple où on a des trous un peu plus gros, donc on n'a toujours pas des trous assez gros, mais ici on a donc une image avec du texte, et avec ce type d'approche, on arrive à enlever le texte de façon assez satisfaisante. Avec, bon, si je reviens. Les imagettes ont quelle taille? Là, alors l'image est de taille quelque chose comme 500 fois, dans cet ordre de grandeur, 500 fois 700 peut-être. Et les imagettes avaient une taille peut-être 12 pixels, c'est-à-dire assez grosse pour qu'il n'y ait pas de trou qui soit plus gros que la taille des imagettes. Sinon, l'approche, on n'arrive pas à remplir un trou avec un concept de parcimonie, évidemment. Mais là, ça marche relativement bien. À part des endroits qui sont relativement difficiles, comme ici par exemple,
où on n'a pas réussi à remplir le trou. Maintenant, juste, sauf si vous avez d'autres questions sur la partie image, juste quelques idées pour étendre ça à la vidéo. Donc, a été introduite par Potter et Elad il n'y a pas très longtemps. Donc l'idée est relativement simple. Bon, la première idée, c'est de ne pas faire un traitement de chacune des frames de la vidéo de façon indépendante, mais de prendre des imagettes 3D avec une composante temporelle et de faire le traitement de, on va dire, 3, 5 frames en même temps. Ensuite, on peut aussi apprendre le dictionnaire sur une partie de la vidéo et le propager de façon temporelle au fur et à mesure que l'on avance. Donc l'idée est assez simple et permet de, donc en faisant une modification assez triviale de la formulation, on peut faire de la reconstruction. Donc là c'est pareil, c'est un exemple relativement simple où on a enlevé aléatoirement des pixels sur cette vidéo et on arrive à reconstruire à peu près correctement l'image de droite. Donc on a aussi, si on peut aussi rajouter une composante de couleur, faire la même chose pour faire de la vidéo couleur, où on a une image bruitée artificiellement à gauche et l'image débruitée à droite. Donc là, avec ce type d'approche, on a quand même des résultats assez fins, c'est-à-dire on arrive à la fois à reconstruire les contours de façon correcte, sans effet bizarre, et la texture est relativement bien reconstruite aussi. Donc oui, on a aussi quelques extensions que je ne vais pas détailler ici. Donc c'est un travail d'un étudiant de notre laboratoire, Florent Cousinier, avec qui je collabore, qui s'attaquait au problème de super résolution à partir d'une seule image et aussi au problème de défloutage. Donc ça c'est un travail non publié, qu'on espère que ce sera publié bientôt, mais ce n'est pas encore le cas, qui obtient des résultats assez sympathiques. Donc si on a si on prend cette image-là qui a une résolution peut-être de 128 x 128 pixels, si on fait une interpolation bicubique, on obtient ceci. Et si on prend une approche qui est avec des a priori un peu plus élaborés sur les images, on obtient quelque chose quand même de meilleur. Donc ça, l'approche bicubique. Et avec on arrive aussi à faire, voilà un autre exemple. On a une image à basse résolution. On fait une interpolation bicubique et on est capable d'obtenir quelque chose qui est meilleur qu'un simple sharpening de l'image où on va simplement renforcer les contours. Excuse-moi, la précédente, l'image de... Tu peux revenir sur la Oui. Ouais. C'est quoi le contour du visage est hyper marqué pour le coup. C'est possible que le... C'est l'image d'origine qui... Non, il peut y avoir... En fait, il y a certaines difficultés ici qui sont dues au fait qu'on ne connaissait pas la façon dont l'image basse résolution a été obtenue à partir d'image haute résolution. Et notamment, il y a certaines subtilités au niveau de la façon dont on va faire les filtres anti-aliasing. Et si jamais notre méthode a été entraînée avec des filtres anti-aliasing légèrement différents que l'image de test, on peut avoir quelques effets un peu qui vont renforcer artificiellement les contours ou avoir certains effets de halo. Donc il y a certaines subtilités qui restent à régler en fait. Le problème paraît associé au bicubique, non? Le bicubique est généralement plus flou en fait de façon générale. Donc, mais effectivement, il y a peut-être quelques critiques à faire sur cette image, parce que c'est pas encore parfait. Alors ensuite, il me semble que, oui, donc je me suis assez intéressé aussi au problème de résoudre des problèmes non linéaires inverses sur des images. Donc là j'ai un exemple simple qui s'est intitulé, donc en français je ne connais pas du tout la traduction, inverse halftoning. Grosso modo dans les années 60-70, peut-être même au début de l'imprimerie, on cherchait à représenter de façon binaire des images qui étaient en niveau de gris. Donc en fait cette image-là, il y a peut-être un problème d'interpolation avec l'affichage de l'écran qui fait que c'est pas exactement ce que l'on devrait observer, mais l'image est normalement binaire, parfaitement binaire, que des 1 et des 0, mais d'un point de vue perceptuel, le résultat est quand même
correct. Assez mauvais ici, mais je pense que c'est dû au fait de la résolution de l'écran qui n'est peut-être pas suffisante pour afficher cette image. Et avec ce type de technique, on arrive à reconstruire aussi une image au niveau de l'œil. J'ai fermé la porte. Donc pareil, je vais passer rapidement dessus, mais ça me permet juste ensuite de montrer des images assez marrantes, parce qu'on a récupéré quelques vieilles images de jeux vidéo qui étaient effectivement binaires, là on voit très bien. On ne connaît pas l'image originale, mais on a simplement appris utilisé des méthodes d'apprentissage sur des images qui avaient été générées, donc c'est Lena, Barbara et compagnie, avec un algorithme de haptoning qui était connu, qui s'appelle l'algorithme de Floyd-Steinberg, qui date des années 70, et on a simplement dit qu'est-ce qu'on obtient si on applique notre technique inverse à ce genre d'image, et on obtient des choses comme ça, donc qui sont peut-être pas très bonnes sur le texte, mais au niveau texture, qui sont correctes. On a aussi cette autre image. Donc voilà, on arrive à obtenir des résultats de ce type-là. Et j'en ai peut-être même une autre. Ah oui, encore une autre. Voilà, donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ce genre de jeu. Oui. Très bien. Vous nous rajeunissez d'un coup là. Et donc on peut restaurer des vieux jeux à un coût assez faible. Voilà. Autre image, bon là ça devient un peu moins scientifique parce que là c'est même pas une image de haptoning, c'est simplement un dessin fait à la main par quelqu'un. Donc on considère comme image binaire et on arrive juste à, si on fait une sorte de haptoning inverse, on obtient ce genre de choses. Ça va intéresser les artistes. Donc, alors là j'ai un transparent, je ne sais pas si... est-ce que vous avez entendu parler du compressed sensing c'est un transparent qui est destiné à ceux qui ont entendu parler de ça, que je fais généralement pour clarifier un peu les choses, parce que c'est un... Grosso modo, ce compressed sensing, codage compressé, c'est le sujet à la mode en traitement du signal depuis 2-3 ans, où il y a un nombre de publications considérable, où tout le monde se jette là-dessus. Et les gens ont tendance un peu à oublier que le concept de parcimonie existait bien avant ces histoires de compressed sensing qui datent de 2006. Donc une des raisons pour laquelle le sujet est à la mode, c'est qu'on a une médaille fixe dans la boucle, qui a montré des théorèmes très intéressants. Donc juste pour vous dire un mot, juste l'idée du compressed sensing, c'est que si vous avez au lieu d'observer un signal Y qui a une certaine dimension, pourquoi pas ne pas observer un signal de plus faible dimension qui peut s'écrire comme une projection, W transpose de signal Y, ou W une matrice qu'on appelle matrice d'échantillonnage, qui va simplement réduire la dimension du signal. Et on va réduire donc la dimension du signal, donc c'est une matrice qui va avoir beaucoup moins de lignes que de colonnes. Donc là j'écris W transpose, donc beaucoup plus de colonnes que de lignes. Et sous certaines hypothèses que le signal original admet une décomposition parcimonieuse dans une certaine base, ici ça va être une base en pratique, donc D-alpha, sous l'hypothèse que les colonnes de cette matrice d'échantillonnage sont relativement décorrélées, assez décorrélées avec les colonnes du dictionnaire, dans ce cas-là on arrive à retrouver le signal original. Donc ça, en quoi c'est intéressant? Ça peut être intéressant, c'est le fait que ce système d'acquisition, où on n'observe pas le signal Y, pourrait être mis directement de façon physique dans un appareil, ce qui permet ensuite simplement de traiter des signaux plus petits. Donc il n'y a pas eu vraiment d'applications industrielles à ma connaissance qui ont utilisé ça, mais c'est vraiment un des sujets à la mode en traitement du signal. Donc généralement je fais ce transparent-là surtout pour clarifier un peu les choses et dire d'accord, il existe ce compressed sensing qui est quelque chose d'intéressant, mais ici on fait quelque chose de différent. On utilise un simple concept de parcimonie qui est bien plus ancien, et de plus, les hypothèses qui sont faites sur cette matrice W et le dictionnaire D sont relativement fortes et ne sont pas du tout satisfaites dans tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant et ce que je vais présenter par la suite. D connu en fait en compressed sensing? Oui, en compressed sensing, on utilise généralement une base d'ondelettes, enfin je dis généralement, je connais pas toute la littérature parce qu'elle est trop vaste, mais souvent une base d'ondelettes et W, les gens ont dit, on cherche à avoir quelque chose qui est assez décorrélé avec D, donc on fait des projections aléatoires. C'est aussi un thème à la mode, projection aléatoire, on voit ça partout. En pratique, il y a certains travaux aussi qui montrent que